tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin, émission spéciale ici depuis le Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la PAC, la politique agricole commune. Elle soutient les revenus de nos agriculteurs et le développement rural. La France, première puissance agricole européenne, en est le deuxième pays contributeur et le premier bénéficiaire. Une situation qui irrite plusieurs autres pays membres. Jacques Chirac et François Hollande ont toujours résisté à la pression. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron semblait ouvert à une réforme profonde du système. Ces derniers jours, il s'est montré plus ferme. Y a-t-il eu un changement de posture? Agriculteurs et consommateurs resteront-ils protégés? Le débat est ouvert sur ce plateau. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir deux jeunes agriculteurs. Avec eux, nous verrons quels sont les enjeux de l'agriculture de demain. Nicolas Hulot parle d'exception à l'interdiction du glyphosate et promeut l'agriculture bio. Qu'en pense-t-il? Comment concilier agriculture et respect de l'environnement dans un contexte de fort mal-être dans la profession? Les vocations restent-elles intactes? Nous en discuterons avec eux. L'entretien du jour, nous recevons Johan Hubert. Il a cofondé une start-up spécialisée dans l'agriculture urbaine. Il veut apporter la campagne à la ville. Plus de 10 000 mètres carrés déjà cultivés, 150 variétés différentes, sans pesticides, mais sous les gaz d'échappement. Il nous assure que c'est sans danger. Il nous expliquera tout cela. Mais d'abord la PAC, politique agricole commune. Jacques Chirac disait « L'agriculture, c'est la clé de la puissance ». Il était un ardent défenseur de cette PAC. Avec Emmanuel Macron, il y a eu quelques doutes, à tel point que plusieurs dizaines de parlementaires ont signé une tribune appelant à la sanctuarisation du budget de la PAC. Avant de voir avec nos invités si ces doutes sont dissipés, on fait le point avec Fabien Recker. Emmanuel Macron ne serait finalement pas prêt à reculer sur le montant de la PAC, ce pilier de la politique européenne de la France. Première puissance agricole européenne, l'Hexagone est aussi le premier bénéficiaire de la politique agricole commune. Près de 9 milliards d'euros perçus chaque année sur une enveloppe globale de 400 milliards pour la période 2014-2020. Une dépendance au crédit européen qui rend les agriculteurs français très sensibles à la prochaine réforme de la PAC voulue à Bruxelles. D'autant que le Brexit va diminuer le budget de l'Union de 10 milliards d'euros. Dans une note à la Commission, le gouvernement français reconnaissait récemment que l'UE ne pourra pas continuer à payer à 27 ce qu'elle finançait jusqu'à présent à 28 États membres. L'émergence de nouveaux défis, comme la sécurité, pourrait donc mettre à mal les crédits de la PAC, actuellement le deuxième poste de dépense dans le budget de l'Europe. Réunis vendredi à Bruxelles, une vingtaine de chefs d'État est tombée d'accord pour augmenter leur contribution au budget de l'Union. Emmanuel Macron se serait alors montré ferme sur le maintien des crédits de la PAC, une position immédiatement saluée par la FNSEA. Avec nous pour aller plus loin sur ce plateau, Olivier Allemand, bonsoir. Vous êtes spécialiste agriculture et territoire pour Public Sénat. Jean Bizet, bonsoir, sénateur LR de la Manche et président de la Commission des Affaires européennes. Jean Arthuis, député européen centriste, merci à vous également d'être ici. Véronique Le Floch, secrétaire générale de la coordination rurale. Et Henri Brichard, vice-président de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Merci à tous les cinq d'être ici ce soir. Avant de vous interroger, je voudrais qu'on écoute Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Il était l'invité hier soir de l'épreuve de vérité. Comme Emmanuel Macron désormais, il tient à rassurer sur les ambitions de la PAC. Écoutez. Oui, la France, elle a repris une place forte en Europe. Vous l'avez vu, le président de la République, depuis le début de son mandat, a imposé un chemin sur l'Europe. Il illustre aujourd'hui cette volonté européenne d'aller de l'avant et d'accompagner notre agriculture et nos agriculteurs. Et c'est pourquoi nous défendons une PAC qui soit ambitieuse. Véronique Le Floch, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des doutes sur les intentions de l'exécutif quant à la PAC ? Disons que pour reprendre en fait les idées maîtresses de la coordination rurale, nous nous sommes toujours positionnés pour des prix, pas des primes. Aujourd'hui, les conditions sont telles que, sans aide de la PAC et notamment celle du premier pilier, plus aucun espoir ne peut demeurer dans nos campagnes. Donc aujourd'hui, les doutes, oui, il y en a. Maintenant, la volonté de notre gouvernement de se battre pour préserver ce budget. Vous y croyez? On est obligé d'y croire. Sinon, plus d'espoir dans nos campagnes. Donc, nous avons d'autres alternatives à proposer qui reposent, elles, sur en fait se passer des aides PAC. Et c'est sur ce quoi on doit travailler, puisque à terme, évidemment, les budgets doivent être partagés. Ils ne seront plus à la hauteur de ce qu'ils sont aujourd'hui. Il faut y travailler autrement. Et quand vous parlez du premier pilier, je le dis pour nos téléspectateurs, ce sont les aides aux agriculteurs. Henri Brichard, vous êtes rassuré ?
Oui, on est rassuré sur les déclarations à la fois du président de la République et du ministre de l'Agriculture. Après, ils vont entamer les négociations et donc nous espérons d'une part qu'ils réussiront à convaincre en particulier un certain nombre d'autres pays qui sont plus frileux en tout cas sur une volonté d'Europe et sur les budgets à mettre au niveau européen et puis qu'ils sauront se montrer fermes à la fin des négociations pour qu'effectivement ce qu'ils affichent actuellement soit ce qui se traduira dans les faits. Jean Arthuis, c'est vrai qu'on est en droit de se demander si ce n'est pas un discours qui est tenu parce que c'est le salon de l'agriculture. Voilà en clair ce que peut-être les gens se demandent. Enfin, la PAC, c'est l'un des piliers de la politique européenne. La PAC a pour objet d'assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire. C'est une priorité d'intérêt public incontestable. Donc je pense que les crédits de la PAC seront maintenus. Ce qui a fait le doute, c'est que les Britanniques vont nous quitter du fait du Brexit. Et que la contribution nette des Britanniques au budget européen est de l'ordre de 12 à 14 milliards selon les années. Alors chacun s'interroge. Et s'il n'y a plus les 12 milliards des Britanniques, où va-t-on réduire les crédits? En fait, je crois qu'il y a aujourd'hui un consensus de la part des principaux États membres d'augmenter le budget européen. C'est pas grand-chose. C'est 1% du produit intérieur brut de l'ensemble de l'Union européenne. C'est-à-dire que si vous le comparez aux budgets nationaux, c'est en moyenne 1/50e des budgets nationaux. Et 80% de ce budget repart vers les États membres, par deux canaux, la politique agricole commune et puis les fonds de cohésion, qui sont des fonds de solidarité pour aider les territoires. Donc moi, je n'ai pas de doute. Les crédits seront maintenus. Mais la politique agricole commune, ce n'est pas seulement une affaire de crédit. C'est aussi une question de cohérence politique. À quoi ça sert de verser des primes à des éleveurs de bovins si on les met en faillite du fait d'accords du Mercosur ou d'autres négociations avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie? C'est aussi la politique de la concurrence. Laissons les producteurs se regrouper pour faire le poids face à l'impérialisme de la distribution et quelquefois des industriels. Donc c'est cet ensemble de dispositions, c'est pas seulement une affaire de crédit. Quant au crédit, je ne suis pas sûr que tel qu'on les utilise aujourd'hui, ce soit la meilleure réponse. Et que l'urgence, c'est de réformer cela, et sans attendre. Jean Bizet, les doutes ne venaient pas seulement du Brexit. Il y a aussi, à un moment donné, Emmanuel Macron qui était tenté de faire baisser l'enveloppe de la PAC au profit de politiques de défense, de sécurité des frontières. Vous êtes rassuré, vous aussi? Écoutez, je suis pragmatique, si vous voulez. Une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance. Et je serai rassuré, si vous voulez, quand on aura les chiffres sur la table. Mais il est bien évident qu'il y a quelques semaines, le président de la République avait parlé de réforme de la PAC, de réorientation de la PAC. Il avait tourné un petit peu autour de ce que j'appellerais le chiffre et la ligne budgétaire qui était de 408 milliards d'euros. Or, la PAC, même si elle date d'une cinquantaine d'années, un peu plus si vous voulez, n'a jamais été aussi pertinente. Parce que l'agriculture, l'agroalimentaire est une activité hautement stratégique. Et au moment où différents États continents, qui sont entre guillemets nos concurrents, augmentent leur concours public à l'agriculture, l'Europe ferait le chemin inverse. Donc, si il a entendu les messages que nous lui avons adressés, j'en suis absolument ravi. Mais encore une fois, attendons, parce que dans le mot PAC, politique agricole commune, c'est un vote à 27. Il faut que tout le monde soit d'accord. Or, les pays d'Europe du Nord sont des pays plutôt à tendance libérale. L'Allemagne est tombée également dans le camp libéral. Et comme l'a dit tout à l'heure Jean Arthuis, ce n'est pas également qu'un problème, je dirais, de finance. C'est aussi tout un problème de prospective et de stratégie. Il y a des réformes à faire au niveau de certaines filières agricoles. Donc, le salon de l'agriculture est peut-être l'occasion également de dire un certain nombre de vérités. Et je dois dire, le président de la République a été courageux, notamment en ce qui concerne le Mercosur, de pointer du doigt la faiblesse de la filière, je dirais, bovine française, qui depuis une dizaine d'années n'arrive pas, je ne dis pas que c'est facile, mais n'arrive pas à se restructurer. Olivier Allemand, on sent qu'il y a quand même, il reste une petite méfiance, même si a priori le discours d'Emmanuel Macron séduit pour le moment. Oui, non, mais je crois que, enfin, honnêtement, il n'y a plus
sur la notion de chiffre global, il n'y a plus de débat. Mais pour aller plus loin, en fait, et toute la difficulté qu'il va y avoir, c'est justement la répartition de ce volume global entre les aides du premier et du deuxième pilier. Pour faire simple, hein, les aides du premier pilier, ce sont des aides directes à l'hectare. Mais les aides du deuxième pilier, elles sont liées à tout un certain nombre de cahiers des charges, de respect de l'environnement, Développement rural. De développement rural également. Mais donc, du coup, et toute la difficulté va être de trouver des clés de répartition communes sur ces aides du deuxième pilier. Et ça, c'est une affaire politique. Et ça, c'est la difficulté de mettre tout le monde d'accord à 27. Parce qu'en effet, la question est maintenant de savoir si Emmanuel Macron va pouvoir résister à la pression des autres États membres de l'Union européenne. C'est aussi l'une des interrogations de Phil Hogan, commissaire européen à l'agriculture. Il était interrogé hier par notre journaliste Public Sénat, Héloïse Grégoire. Écoutez. Nous sommes actuellement en train de négocier le budget de la PAC et pour le moment, il n'y a aucune conclusion. Les discussions ont débuté il y a quelques jours entre les leaders européens et nous sommes reconnaissants à l'égard d'Emmanuel Macron sur ce qu'il a pu dire et faire pour une PAC efficace avec un budget fort. Désormais, il appartient aux États membres de décider de trouver davantage de financement pour le budget. Nous espérons que les choses iront dans ce sens, car ce serait une bonne chose pour l'agriculture française et européenne en matière de sécurité alimentaire. Et oui, Véronique Le Floch, il y a cette pression des autres États membres. On sent que la partie est loin d'être gagnée tout de même. Alors la partie est loin d'être gagnée et il faut en fait retourner quelques années en arrière depuis la crise. Si je prends la crise qui a démarré en 2015 pour la plupart des productions, qu'elles soient céréalières ou en élevage, on a perdu 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires entre 2014-2015, si bien que ces 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires ne sont pas compensés aujourd'hui par la PAC. Et ce n'est pas l'objectif de la PAC. Donc aujourd'hui, en plus du problème de la PAC, on a le problème des prix qui ne sont plus à la hauteur de ce qui devrait être. Si bien que on a pu gérer sur le court terme avec le recours à des crédits face aux banques, des crédits court terme, des reconsolidations, les plans VALS. Et tout ça, c'est comme si c'était oublié. Mais on est avec un niveau des prix qui n'est pas à hauteur de ce qui devrait être. Donc, continuons comme ça, avec en fait une population agricole en Europe dont plus de 50% à 55 ans, avec des jeunes de moins de 35 ans qui représentent moins de 10%, ça doit être 6% je crois. Donc comment fait-on pour être cohérent, pour en fait maintenir une agriculture qui soit une agriculture rentable et qui incite des jeunes à venir dans le métier sans se dire que leur préoccupation première sera celle de remplir des dossiers PAC, sachant qu'aujourd'hui, sur les revenus, c'est 50% en gros du revenu qui est composé d'aides PAC. On va y revenir sur cette possible dépendance des agriculteurs vis-à-vis des aides européennes. Jean Arthuis, tout de même, à nouveau, revenons sur cette pression dont je parlais des autres États membres. Certains parlent d'un manque d'équité. Comment répondre à cette pression des États membres? D'abord, je crois qu'il faut que les fonds publics soient mis au service d'une certaine vision, d'une certaine ambition, et que chacun comprenne que ceci répond à l'intérêt général des Européens. Des aides directes versées aux agriculteurs qui sont une fraction de leurs revenus net. Je me demande parfois si la grande distribution ne fixe pas les prix en fonction du fait que puisqu'il y a des aides publiques, eh bien on peut comprimer un peu plus les prix. Donc essayons de sortir de ce système-là pour rétablir la logique de marché, un marché qu'il faut réguler, notamment dans ses frontières extérieures, pour un minimum de protection. Essayons de faire en sorte aussi que les contraintes de production soient les mêmes partout en Europe. Quelquefois, la France a tendance à surtranscrire des réglementations et à en rajouter, mais c'est se tirer une balle dans le pied. Donc toutes ces dispositions sur l'environnement, sur l'intérêt général, sur le captage du carbone ou des nitrates, je crois qu'il faut contractualiser ça en quelque sorte. Et puis aider les filières à s'organiser, aider les agriculteurs à constituer des associations de producteurs qui commencent à segmenter le marché, de mettre en évidence les qualités particulières de telle ou telle production.
d'engager de la communication, de la publicité pour qu'on atteigne les consommateurs et que les consommateurs comprennent que parce qu'on a produit autrement, c'est plus conforme à l'intérêt des consommateurs et que dans ces conditions, on peut payer un peu plus cher. Jean Bizet? Je dirais que je pense qu'il y a un certain consensus sur pas mal de constats. Il y a deux questions fondamentales auxquelles, pour le moment, il n'a pas été répondu. C'est la modification de la politique de l'autorité de la concurrence de la Commission européenne. Elle a été pensée et écrite il y a plus d'un demi-siècle. Or, le monde a changé, l'économie a changé. Regardez ce qu'ont fait les États-Unis, sans rentrer dans des détails très techniques. Au niveau de l'organisation commune de marché, l'article 222, il est interdit aux agriculteurs de s'entendre, mais il est autorisé à la grande distribution, elle, de se regrouper. Les Américains ont fait complètement l'inverse avec le Cooper-Volster Act. Il faudrait que la règle soit les ententes entre agriculteurs au travers des organisations de producteurs jusqu'à la mise en marché. Vous verrez que le partage de la valeur ajoutée sera différent. Et la deuxième chose, on a parlé tout à l'heure du premier pilier, les aides directes, et le deuxième pilier, développement durable. Moi, je serais moins, je dirais, segmenté là-dessus. On ne répond pas à la politique assurantielle dont les agriculteurs ont besoin. Nos amis allemands n'en veulent pas. Les pays d'Europe du Nord non plus. Il suffirait tout simplement, aujourd'hui c'est simplement 3% que l'on peut faire passer du premier pilier vers le deuxième pilier pour mettre en place une politique assurantielle. Une vraie politique assurantielle, il faut 10%. Eh bien, laissons un petit peu s'opérer ce genre de transfert. Et là, on aura deux belles réponses pour sécuriser le revenu des agriculteurs. Alors, on va avancer un tout petit peu. Juste un point, oui, si vous permettez, sur la politique de la concurrence. Nous venons de convenir avec le Conseil de dispositions qui permettent de transgresser ce principe qui avait été posé. C'est ce qu'on appelle l'omnibus, c'est un peu techno comme c'est la plus grande des avancées qu'a pu faire effectivement le Parlement européen récemment. Mais il faut aller plus loin et modifier cette politique qui faisait que tout était bon pour le consommateur. Mais c'est comme ça qu'on finit par opposer le consommateur et le producteur. Et que vient un moment où on se demande, on va trouver le pouvoir d'achat. Donc réconcilions d'urgence les consommateurs et les producteurs. Mais en tout cas, cette règle de la concurrence vient d'être modifiée. On l'a dit, la France est le premier bénéficiaire de la PAC. Plus de 8 milliards d'aides versées à l'Hexagone. Emmanuel Macron, lors de son discours à Rungis en octobre dernier, disait, je le cite, « Il faut permettre aux agriculteurs de ne plus dépendre des aides, qu'ils soient rémunérés au juste prix de leur travail. » Pour bien comprendre à quel point ces aides sont importantes pour les agriculteurs, on va retrouver Tam Tranui qui est dans les allées du salon. Tam est justement aux côtés d'un agriculteur qui dépend beaucoup de ces aides européennes. Écoutez. Oui, je suis avec Jean-Marc Renaudot, président de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, et on va parler ensemble de la PAC. Alors, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, eh bien, l'agriculture française est protégée, voire dépendante de la PAC? Alors, l'agriculture française dépend effectivement de la politique agricole commune. On est dans des périodes où les revenus, où la crise économique est importante et les revenus sont bas. Et donc, les aides publiques qui viennent de la politique agricole rentrent directement dans le revenu de l'exploitation. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour mener une politique ambitieuse en matière de PAC? C'est ce que le président de la République a annoncé ces derniers jours. Alors effectivement, il y a des échéances avec les renégociations de la politique agricole à l'horizon 2020. Et puis il y a la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Et donc l'agriculture, la politique agricole, qui est une des rares politiques européennes, doit rester forte. Et cette force, on la mesurera aussi vis-à-vis de son budget, parce que c'est ce qui permettra aussi de maintenir de l'activité sur nos territoires. Il faut dire que la politique agricole commune, elle ne date pas d'hier. Les aides européennes, cela fait très longtemps qu'elles soutiennent le marché français. Si on fait un petit retour en arrière, cela fait combien de temps qu'elles existent et qu'elles aident l'agriculture française? Alors, sur nos exploitations, effectivement, les aides directes, on les connaît depuis 1992. La réforme de la PAC qui... Avant, on avait un soutien sur les prix et on est passé à une aide directe à l'agriculteur et les denrées sont devenues sur le marché mondial. Les années passées, avant 1992, on était sur du soutien au prix et donc on ne le voyait pas sur nos comptes d'exploitation, mais les prix étaient quasi linéaires sur le territoire français. C'est donc aujourd'hui quelque chose d'absolument essentiel pour vous et à préserver?
C'est essentiel parce que face à la volatilité des prix que l'on connaît dans bon nombre de secteurs aujourd'hui, face à la volatilité aussi ou aux accidents climatiques, aux accidents qui peuvent être sanitaires, on a un certain nombre de difficultés dans nos exploitations et elles en font partie du chiffre d'affaires de l'exploitation. Merci beaucoup Jean-Marc Renaudot pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. Henri Brichard, est-ce qu'on a rendu nos agriculteurs trop dépendants des aides européennes? Est-ce que c'est sain économiquement de leur avoir apporté autant d'aides quand on voit aujourd'hui qu'il y a une forme de PAC dépendance? Alors, c'est sûrement trop simpliste de dire l'un ou l'autre. Un des objets des aides directes a été quand même une manière de compenser dans une période d'évolution un revenu des agriculteurs qui était et qui reste d'une certaine manière pratiquement à 40% du niveau du revenu moyen du citoyen européen. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de pouvoir compenser. Alors après, effectivement, il faut différencier ce qui peut être le moyen et le long terme. Et je crois que tous les agriculteurs le reconnaissent. On préférerait vivre du prix de notre produit que des aides. Néanmoins, les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Il faut que les citoyens acceptent de payer le juste prix du produit. Et ça, malgré tout ce qui a été lancé dans le cadre en France des États généraux de l'alimentation, il faut encore le faire passer. Dieu sait qu'on entend dans cette perspective-là des organisations de consommateurs qui remettent en cause éventuellement le fait que le consommateur payerait plus cher. Et puis il faut permettre aux agriculteurs de répondre à plusieurs défis. Le premier, c'est effectivement la volatilité, tout le monde l'a dit. Et pour faire ce passage vers, il nous faudra maintenir des outils en tout cas de gestion des risques. Il faut également permettre aux agriculteurs d'investir. Plus ils seront performants, plus ils seront compétitifs pour pouvoir se passer des aides. Mais leur permettre en les aidant encore financièrement, c'est ce que vous nous dites. Au moins dans la période de transition, parce que on ne va pas supprimer les aides aux agriculteurs tant qu'on n'est pas arrivé au fait qu'ils soient payés au juste prix. Et puis, comme ce qui a été dit, et là c'est pas une question financière, il y a de gros progrès à faire, en particulier dans le dogme de certains à la Commission européenne, sur le fait que les agriculteurs, quand ils se regroupent et quand ils se retrouvent dans une salle pour parler du prix, c'est pas ça qui va organiser un cartel qui va d'une certaine manière ne plus jouer par rapport au marché. Olivier Allemand, est-ce qu'il y a une dépendance un peu malsaine vis-à-vis de ces aides de la PAC? En tout cas, elle a été organisée comme ça depuis le début. Et au début, c'était vraiment pour assurer la souveraineté alimentaire. Oui, ça a été voulu comme ça. Sauf que ça a été un temporaire qui dure et ça a été un temporaire qui n'a pas été réformé comme il l'aurait dû l'être. Et là, on arrive vraiment à la croisée des chemins parce que aujourd'hui, effectivement, l'évolution technologique permet de produire un peu autrement. On doit aussi intégrer les attentes des consommateurs qui sont sur un cycle plus durable et plus vertueux. Tout ça, aujourd'hui, techniquement, on peut le faire, mais pour pouvoir accompagner cette évolution pour les agriculteurs, il faudrait une PAC, mais une PAC avec des nouvelles règles sur 10 ou 15 ans. Parce qu'en fait, on réforme la PAC tous les 6 ans. Mais il faut une perspective beaucoup plus longue pour un agriculteur, vu les investissements qu'il a aujourd'hui dans tout le territoire européen, pour pouvoir s'engager durablement avec des règles qui sont fixes. Véronique Le Floch, ça vous fait peur d'entendre dire Emmanuel Macron il faut rendre les agriculteurs moins dépendants des aides? Alors nous, ça nous convient tout à fait. Et je rajouterais par rapport à la politique agricole qu'il faut revoir, si je prends par exemple le secteur céréalier. La France produit 22% des céréales au niveau européen. On en exporte 40%. Aujourd'hui, si on prend les 9 millions d'hectares aidés par la PAC, ça coûte aux contribuables 2,5 milliards d'euros chaque année. Alors que si on regarde ce qu'on exporte, c'est une valeur inférieure à 2 milliards. Au final, on leur a donné plus d'aide que la valeur qui a été exportée. Donc à un moment, alors qu'on sait qu'en Europe, il manque 25 millions d'hectares de protéines, il faut peut-être penser à réorienter les aides vers ce dont on a besoin. Il y a aussi un problème de répartition de ces aides. Jean Bizet, vous entendez toutes ces problématiques autour des aides de la PAC? Écoutez, je l'ai écrit au travers d'une formule un peu provocatrice, mais qui a au moins le mérite d'être claire. J'avais dit il y a 1 an ou 2 que les subventions permettaient de panser les plaies des agriculteurs, et Dieu sait si elles sont nombreuses, mais les empêcher de penser l'avenir. C'est un petit peu ça. On est à une période de profonde mutation,
Et ce n'est pas au moment où justement l'agriculture doit muter qu'il faut diminuer les crédits. On entend dire, ou on a vu plus exactement le commissaire Oettinger parler de 5, 10, voire 30%. Donc il faut accompagner les agriculteurs dans cette mutation parce qu'il y a aussi de profondes exigences sociétales. On peut disserter là-dessus. Le problème, c'est que c'est le consommateur qui commande. Et donc il faut accompagner les agriculteurs vers, je dirais, de la diversification, vers d'autres formes de commercialisation. Tout le débat sur le bio n'est pas qu'un débat, je dirais, scientifique. C'est un débat où les consommateurs ont besoin d'être réassurés. Et donc, il faut communiquer beaucoup et avoir d'autres pratiques. Alors, il y a un autre point qui fâche les agriculteurs, c'est la nouvelle carte des zones agricoles défavorisées. La précédente datait de plus de 40 ans. La Cour des comptes européenne préconisait une redéfinition de ces cartes, c'est chose faite. Mais la réforme est déjà très critiquée. On voit cela avec Nelson Guetten et on en parle juste après. Depuis le début du mois, des agriculteurs se mobilisent partout en France contre la modification de cette carte. Elle détermine l'attribution d'aides européennes dans les zones de montagne en bleu et les zones agricoles dites défavorisées en vert. Une carte qui date de 1976 et dont la nouvelle version a été dévoilée la semaine dernière par le gouvernement. Avec la nouvelle carte, 1349 communes, soit 5200 agriculteurs sont exclus de ces zones. Les départements des Deux-Sèvres, de l'Indre-et-Loire, du Loiret et du Maine-et-Loire sont les grands perdants du nouveau découpage. Ces agriculteurs vont perdre des aides annuelles allant de 5 à 15 000 euros par an, un gouffre financier pour certaines exploitations. Pour y faire face, le président de la République a promis de les soutenir. Il y aura d'abord, à partir du 1er janvier 2019, 2 années de transition qui seront construites avec vous pour justement lisser les effets. Il n'y aura pas brutalement la fin des indemnités, ça n'est pas soutenable et pour personne. Et je souhaite surtout, je veux, que durant les semaines et les mois qui viennent, pour tous ceux qui sont impactés, on construise des mécanismes de substitution qui permettront d'accompagner ces changements. Mais cette nouvelle délimitation fera également des heureux. 4 900 communes supplémentaires, soit 7 000 exploitants seront intégrés à ces zones et pourront dès 2019 bénéficier des aides européennes. Si les syndicats dénoncent un découpage incohérent qui ne tient pas compte des problématiques économiques, cette nouvelle carte devrait servir de base de négociation avec la Commission européenne. Jean Arthuis, on entend bien l'incompréhension de certains face à leur exclusion de cette carte. Que répondre à cette colère? C'est très difficile de réformer quoi que ce soit dans ce pays. Mais attention à ce que vous dites. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Je crois qu'il faut beaucoup de pédagogie. J'ai entendu des commentaires sur les ondes. J'avoue que pour celui qui n'était pas du milieu, le discours n'est pas très facile à comprendre. Hein. Donc je crois qu'il y a un gros effort à faire. Mais déjà sur les critères, il y a des questions autour des critères d'évaluation. Pour que ces aides multiples, est-on conscient de la complexité dans laquelle on a forgé la PAC? On a voulu répondre à un tas de sollicitations, à un tas de critères, moyennant quoi on a une bureaucratie, une technocratie, enfin un temps perdu extraordinaire. Donc je pense qu'on a besoin de mesures infiniment plus simples, correspondant à des objectifs clairs, que l'opinion publique peut comprendre, que les acteurs concernés peuvent comprendre. Et il y a un gros effort de simplification à mener. Et de pédagogie, Henri Brichard, on n'a aucune idée des critères d'évaluation pour savoir qui est exclu de cette carte et qui y reste. Si, il y a un travail qui est fait là-dessus, mais effectivement, ce que conteste un certain nombre de zones, c'est le fait d'être sorti. Alors j'entends bien le discours de Jean Arthuis en disant qu'il faut des choses simples, etc. Sauf qu'une politique, elle est là pour justement orienter un certain nombre de choses. Et cette problématique des zones à handicap naturel est justement pour compenser certains territoires qui ont des capacités de production qui sont moindres. Donc les départements ou les zones qui étaient classées comme avec moindre potentiel, on comprend qu'ils soient mécontents et plus que mécontents, qui disent que si demain, cette capacité qu'on a, vous parliez d'équité tout à l'heure, à rééquilibrer un certain nombre de choses parce que justement ces zones sont à moindre potentiel, si on les sort, et on sait bien que ce zonage n'est pas fait pour les 2 prochaines années, mais peut-être pour les 30 prochaines années, en plus qui peut éventuellement permettre à ces zones à moindre potentiel
par de l'investissement, etc., de se donner des capacités, de se développer, de trouver d'autres potentialités d'avenir agricole, il faut absolument qu'on soit en capacité de justement répondre à ces demandes. Est-ce qu'on vous a consulté? Est-ce que vous avez pu exprimer, vous qui représentez le monde agricole, est-ce que sur les critères qui ont été choisis et qui ont fait que certaines communes sont sorties et que d'autres sont entrées, est-ce qu'il y a une concertation préalable? Il y a eu une concertation, mais une concertation qui était incluse dans un certain nombre de règles européennes, et en particulier... Donc contrainte par Bruxelles, c'est ce que vous nous dites? Oui, mais quand je dis Bruxelles, c'est les règles européennes, elles sont actées par l'ensemble des États membres. Alors il ne faut pas éternellement renvoyer la cause à Bruxelles. Mais je prends un exemple, il y avait une capacité de rattrapage à 10% du territoire, mais ça ne veut rien dire, le 10% du territoire. Si en France, on a plus de 10% du territoire qui a un handicap naturel, il faut qu'on soit en capacité d'aller plus loin. Véronique Le Floch. Alors, je le répéterai, la coordination rurale est pour des prix, pas des primes. Excepté pour justement ces zones à handicap naturel. Mais ça relève en théorie plus de politique territoriale. L'Europe choisit ou a choisi en fait d'harmoniser toutes ces zones défavorisées avant même d'harmoniser l'aspect sanitaire, social, environnemental. Les zones défavorisées méritent ces aides puisque même avec des prix rémunérateurs, ces zones ne pourront pas faire face. Nous avons un budget qui est celui de l'écologie, de la transition écologique, qui pourrait très bien servir à rémunérer toutes ces zones défavorisées sans exclure aucune des communes parmi lesquelles on voit qu'il n'y a pas de sol. Les zones d'élevage sans lesquelles ces agriculteurs aujourd'hui sont privés en théorie, enfin en réalité de revenus. Jean Bizet, il nous reste 30 secondes sur ce sujet. C'est une politique qui est devenue extrêmement complexe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le précédent gouvernement n'avait pas voulu y toucher. Et c'est en quelque sorte une patate chaude qui arrive à ce gouvernement. Je crois qu'il faut revoir un petit peu tout ça, pas au travers des zonages, mais au travers d'une autre approche, peut-être essentiellement d'une aide du deuxième pilier. D'ailleurs, de toute façon, une des réponses, c'était la création, au-delà de Bruxelles, des zones de contraintes spéciales, qui est une décision plutôt franco-française. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les 5 d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer 2 jeunes agriculteurs. Nous allons voir avec eux les défis de l'agriculture de demain. Faut-il se tourner vers le bio? Les jeunes agriculteurs ont-ils une vision différente de l'avenir? Les vocations sont-elles intactes malgré les difficultés du métier? On va en discuter dans un instant. On va d'abord rejoindre Tam Tranui qui se trouve cette fois aux côtés d'une étudiante en BTS production animale. Oui, je suis avec Romane Pilorget en BTS production animale au lycée agricole de Laval. Alors Romane, comment est-ce que vous avez eu tout simplement cette vocation? Alors de base, je suis cavalière. J'ai fait mon bac en apprentissage dans les chevaux et au fur et à mesure, j'ai découvert la filière agricole. J'ai eu des amis qui ont fait ce BTS-là, qui m'ont conseillé de partir dans cette voie-là. Et donc j'ai testé au lycée agricole de Laval qui avait une très bonne réputation. Et donc voilà, à l'heure actuelle, je suis dans cette filière. Et ce n'est pas du tout une affaire de famille, hein, ce n'est pas du tout ce que font vos parents. Et pourtant, vous, comme votre frère, vous avez choisi ces filières. Exactement, oui. Personne dans la famille n'est issu du milieu agricole. Donc c'est vraiment une vocation. On a toujours été attirés par la nature et les animaux. Et on a toujours un petit peu baigné dedans, mais ça a été vraiment un choix personnel de se lancer dans l'agriculture. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans votre filière? On sait que généralement, il y a quand même plus de garçons dans les filières agricoles en général. Et bien là, étonnamment, dans cette classe de BTS, donc on est 27 étudiants et on compte 18 filles. 18 filles, donc pareil, qui viennent ou non du domaine agricole. On a pas mal d'enfants issus de familles d'agriculteurs et d'autres comme nous qui ont choisi cette filière-là par vocation. Et à quoi vous préparez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez faire à l'avenir? Alors moi à l'avenir, ça serait pour m'installer sur un élevage caprin, donc caprin laitier, pour faire de la transformation fromagère avec mon frère qui lui est maraîcher. Et donc on aimerait monter une exploitation familiale dans le département de l'Indre-et-Loire vu qu'on est issu de Tours. Eh bien, merci beaucoup Romane et bon courage pour la suite, bonne chance pour la suite de vos études. Et je vous remercie. Et on va poursuivre sur ce sujet dans notre match des idées. Avec nous ce soir, Mathieu Courgeot. Bonsoir, vous êtes agriculteur, porte-parole de la Confédération paysanne des Pays de la Loire. Et Baptiste Gatouya, vous êtes vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs. En 20 ans, le nombre de vocations agricoles a chuté de 35%. Le phénomène est nettement plus important chez les moins de 40 ans. Comment vous l'expliquez? Et vous, racontez-nous un peu votre histoire. Pourquoi vous vous êtes lancé? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Alors moi je suis paysan depuis 7 ans sur la ferme qui était à la base une ferme familiale où aujourd'hui mon père est parti à la retraite au 31 décembre dernier et donc là il y a 2 jeunes associés qui sont arrivés avec moi sur la ferme, donc Antoine qui était maçon, donc qui n'est pas du tout issu du milieu agricole, qui s'est installé en 2010 en maraîchage et qui a intégré le GAEC, donc notre ferme en 2015. Voilà, et puis il y a Aurélie donc qui est pas non plus issue du milieu agricole qui nous a rejoint au 1er janvier 2018 sur la ferme, donc c'est tout récent. Baptiste Gatouya. Écoutez, moi maintenant ça fait 12 ans que je suis exploitant agricole. Je me suis installé suite au départ en retraite de mon père et ma mère est partie en retraite il y a maintenant 3 ans. Et donc du coup maintenant je suis seul sur l'exploitation agricole. Et au début j'étais salarié à mi-temps dans une exploitation agricole aussi. À vous entendre, il y a quand même toujours un lien familial avec l'agriculture, alors qu'on dit que certains commencent à se lancer alors qu'ils n'avaient aucun lien avec l'agriculture. C'est le cas d'ailleurs peut-être de vos associés, dont l'un est maçon, était maçon. Complètement, oui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement le renouvellement des générations en agriculture se fait beaucoup par les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Donc aujourd'hui, ça représente 20, 30, 40% selon les départements de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, qui souhaitent s'installer. Ça traduit qu'il y a une forte attente aujourd'hui de gens qui veulent s'installer paysans, qui n'ont pas forcément l'historique familial. Mais on voit bien que c'est un métier qui suscite beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Et voilà, aujourd'hui, c'est le défi qu'on a, c'est comment est-ce qu'on arrive à accompagner ces gens-là qui viennent avec d'autres valeurs, avec d'autres envies, avec d'autres projets. Donc voilà, la question clé aujourd'hui, c'est celle-ci. Et pourtant, il y a une chute des vocations, je le disais, de 35%. Vous l'observez autour de vous, Baptiste Gatouya ? Oui, on le voit. Il y a, en moyenne, il y a à peu près 2 installations pour 3 départs en retraite. Dans certains secteurs, des fois, on arrive à remplacer 1 pour 1, c'est-à-dire un départ en retraite pour une installation. Donc on doit aussi pouvoir s'inspirer de ces secteurs-là, des secteurs de forte valeur ajoutée, que ce soit en élevage, en maraîchage, même en grande culture, dans tous secteurs confondus. Des fois, on arrive à avoir ces remplacements. Et ce qu'on observe, c'est aussi des personnes qui viennent du monde extérieur ou des jeunes qui s'installent de plus en plus tard. Moi, j'ai baigné dedans depuis tout petit, c'est ce que je veux faire depuis que j'ai l'âge. Depuis toujours. Mais par contre, on a des personnes qui n'étaient pas forcément destinées au début, au niveau familial, à être agriculteurs et qui sont devenus infirmières, voire même des fois d'autres professions, et qui au final reviennent vers le métier d'agriculteur par vocation qui est venue avec le temps. Vous diriez que le métier est plus difficile qu'avant, puisque vous avez l'expérience de vos parents ? Je ne sais pas s'il est plus difficile qu'avant. Je pense que dans une certaine mesure, oui, parce que aujourd'hui, on voit bien que les crises se succèdent aux crises de façon de plus en plus rapide. On voit bien sur le secteur laitier, je suis producteur laitier, qu'on sort à peine d'une crise de 2015-2016, qu'il y a une année 2017 qui a été un petit peu mieux, et que pouf, on va retomber dans une crise sans doute assez grave en 2018. Donc ça, c'est un premier sujet d'inquiétude sur le revenu des paysans qui est de plus en plus volatile. Un deuxième sujet d'inquiétude qui est les aléas climatiques, les sécheresses, les inondations, on voit bien avec le changement climatique qui se succède aussi à un rythme plus rapide. Donc oui, on a un métier qui est de plus en plus compliqué à exercer, je pense. Mais après, il y a quand même un lien qui se fait de plus en plus avec aussi nos concitoyens à travers l'alimentation qui est devenue aujourd'hui un sujet phare. On voit bien sur l'essor du bio, on voit bien sur l'essor du circuit court où voilà, nos concitoyens ont vraiment envie de savoir ce qui se passe dans leur alimentation, ce qui se passe dans leur assiette. Et voilà, ça aujourd'hui, c'est une chance quelque part. C'est à nous de travailler ça pour que demain, voilà, on accueille des paysans nombreux sur nos territoires. Et on apprend à l'instant que Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, est actuellement dans les allées du Salon de l'Agriculture. On en reparlera dans un instant. Je voudrais d'abord vous faire réagir au discours d'Emmanuel Macron jeudi dernier. Le chef de l'État recevait 1000 jeunes agriculteurs. Écoutez ce qu'il leur a dit et le ton qu'il emploie. Je construis le visage de la France agricole des prochaines années. Il n'y a que ça qui m'importe. Alors oui, il y a des décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Oui, il y a des discours de vérité qui ne plaisent pas. Oui, il y a beaucoup d'habitudes à changer. Mais nous allons le faire ensemble parce que nous partageons cette responsabilité et je sais combien vous êtes toutes et tous attachés à cela. Baptiste Gatouya, comment avez-vous perçu les propos du chef de l'État et peut-être le ton un peu professoral qu'il a employé avec les jeunes agriculteurs ? C'est son style. Peu importe la profession qu'il a discours envers les armées, envers les cheminots, envers les agriculteurs, c'est quelque chose, c'est son style, c'est le style Macron. Nous, on a déjà évolué dans nos pratiques, dans nos techniques, dans notre vision de l'agriculture, chez les jeunes, dans notre parcours de formation, ça change. Donc vous lui dites, on vous a pas attendu pour... On lui dit chiche.
chiche, et aidez-nous parce qu'on a des demandes. Et vous nous avez passé commande pendant les états généraux. Et nous, on va vous passer commande parce qu'il y a aussi des choses où on a besoin de l'État, besoin du soutien du gouvernement et du chef de l'État. Donc, il veut y aller, chiche, mais il nous aide. Mathieu Courgeot, comment il est perçu par les jeunes agriculteurs, Emmanuel Macron? Sa vision de l'agriculture, sa vision de l'agriculture de demain, est-ce qu'elle vous parle? Il y a un peu de choses. Je pense qu'il y a la première chose qui est la parole. Les mots, les discours qui sont assez forts de la part d'Emmanuel Macron. Il parle de souveraineté alimentaire, il parle d'installation, on l'a encore vu, il parle d'emploi, il parle de montée en gamme des produits. Donc ça, c'est un discours qui nous voit assez à la Confédération paysanne. En revanche, ce qu'on voit, et là où on est très inquiet, c'est sur les actes qui ne suivent pas. Aujourd'hui, les actes d'Emmanuel Macron, c'est la fin du maintien bio, c'est la fin de l'aide qui... Enfin, c'est la non prise en compte des engagements qu'il avait pris sur les aides aux petites et moyennes exploitations. C'est aussi les accords de libre-échange avec le Mercosur, avec le Canada, avec les États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de la cohérence dans les politiques. Et ça, pour l'instant, on reste en attente. Après, on a envie d'y croire quand même. On a envie d'y croire. Donc nous aussi, on dit chiche, allons-y. Il faut arriver, surtout sur la prochaine PAC, la prochaine politique agricole commune, à rompre cette logique de l'agrandissement des exploitations, à se dire, si demain on va installer des paysans nombreux, il va falloir faire des choses sur la distribution des aides pour arrêter cette course à l'agrandissement. Et on va profiter de la présence de Nicolas Hulot dans ce salon de l'agriculture pour se pencher sur les défis de l'agriculture de demain. Le ministre de la Transition écologique a donné une interview au JDD ce week-end. Je voudrais vous faire agir à ce qu'il a dit au sujet de l'interdiction du glyphosate dans 3 ans annoncée par Emmanuel Macron. Si dans un secteur particulier ou une zone géographique, certains agriculteurs ne sont pas prêts en 3 ans, on envisagera des exceptions. On sent que le ministre, je le rappelle, qui est donc ce soir au Salon de l'Agriculture, lâche un peu de lest. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Alors, suffisant, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer. Je pense qu'il a été à l'écoute. Il s'est rendu compte en allant sur le terrain, en ayant peut-être les remontées de la mission parlementaire qui a parcouru les différents territoires, que c'était pas d'un claquement de doigts qu'on allait arriver à sortir du glyphosate comme ça du jour au lendemain. Que par contre, il y avait des initiatives sur le terrain qui en avaient besoin, mais qui permettaient de protéger l'environnement d'une autre manière, mais en utilisant du glyphosate ou en utilisant d'autres produits phyto. Par contre, il s'est aussi rendu compte qu'il y avait peut-être des choses qu'on pouvait faire et que le pas de temps de 3 ans pour certains modes de production, c'était peut-être un peu court et qu'il faudra aller au-delà. Donc, on voit que quand on sort des bureaux parisiens et qu'on va sur le terrain, alors qu'on rencontre des agriculteurs et qu'on ne fait pas ça que derrière son bureau de ministre avec des chercheurs, qu'on arrive à d'autres solutions. Et justement, c'est ce qu'il fait un peu ce soir. Il va à la rencontre des agriculteurs. Il ne devait pas venir au Salon de l'Agriculture. Finalement, il vient. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous voyez cela comme un geste, une main tendue? Oh oui, je pense qu'il a envie de se rendre compte, d'aller à la rencontre peut-être des agriculteurs. Alors, c'est à Paris, au salon, il y a peut-être de la com derrière, enfin voilà, on verra. J'aime pas tellement réagir à la venue, on aime bien plutôt réagir, parce que venir pour venir, moi aussi je peux aller au ministère de l'écologie, dire c'est génial l'écologie, mais j'aime échanger et voir un peu ce qu'on va pouvoir lui dire et ce qu'on va pouvoir échanger avec lui en matière de produits phyto, du loup, des accords du Mercosur, de la sécurité sanitaire de nos produits, des règles de libre-échange entre nous. Voilà, il y a tout un tas de sujets où on demande beaucoup aux agriculteurs en matière d'écologie, sous l'égide du ministère de l'écologie, mais en revanche, on laisse nos concurrents directs venir avec n'importe quoi sur notre territoire français. Mathieu Courgeot, je vous rappelle ma question. Nicolas Hulot qui est présent ce soir finalement au Salon de l'Agriculture alors qu'il ne devait pas venir. Est-ce que vous aussi vous dites oh, c'est de la com finalement comment vous percevez cette visite? Moi, je pense que c'est un bon signe. Voilà, toujours la rencontre, le dialogue, c'est toujours un bon signe. Après, c'est vrai qu'il faut que Nicolas Hulot se rende compte effectivement de ce qui se passe dans les fermes. Je pense qu'il en a conscience que le gouvernement Macron est un peu à la traîne quand même sur ces enjeux-là, notamment, je l'ai dit, la fin de la prime au maintien bio, par exemple, qui est un vrai souci dans bon nombre de régions, entre autres dans la mienne, en Pays de la Loire, par exemple. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est très bien. Après,
Ce qu'on n'entend pas beaucoup dans la bouche de Nicolas Hulot, ce que j'aimerais bien entendre, c'est combien de paysans on veut demain. Moi je crois pas, je suis même persuadé qu'on n'arrivera pas à faire d'environnement, à protéger l'environnement si on n'a pas des paysans nombreux et bien répartis sur tout le territoire. Et ça je crois que c'est quelque chose qu'on va essayer de lui faire rentrer dans la tête parce que voilà, le lien il est quand même extrêmement proche et voilà, ça c'est quelque chose qu'on souhaite porter très fort. La question qu'on se pose quand on est un peu novice, quand on connaît mal le monde de l'agriculture, c'est finalement est-ce que c'est compatible l'agriculture et la protection de l'environnement? Qu'est-ce que vous nous dites, vous, jeunes agriculteurs, qui représentez justement cette agriculture de demain? Totalement. On est peut-être l'une des seules professions qui travaillons autant avec la nature. Donc si on a des pratiques qui la détruisent, on détruit notre outil de travail. C'est comme si demain, celui qui a besoin de sa voiture tous les jours, le matin avant de démarrer, il allait crever les pneus. Forcément, il va avoir du mal à travailler. Donc voilà, on essaye d'aller de l'avant, on expérimente, donc on protège la nature, on développe. Et puis, dans les enjeux dans les années à venir, les enjeux vont être là. L'agriculture peut être la solution pour répondre aux défis climatiques, stockage de carbone, préservation de la ressource en eau, sécurité alimentaire, développement de la biodiversité, en ayant sur le territoire une cohérence environnementale et de biodiversité. Donc avec des petites, des moyennes, des grandes exploitations, en ayant une vision globale des systèmes agricoles français. Mathieu Courgeot, malgré l'utilisation du glyphosate? Alors le glyphosate c'est un vrai sujet qui cache un peu, enfin c'est l'arbre qui cache un peu la forêt d'ailleurs. Nous on est pour une interdiction du glyphosate assez rapidement parce qu'on considère que voilà il faut arrêter, c'est un produit qui est quand même extrêmement dangereux et en premier lieu pour les paysans et les paysannes, donc ça c'est une première chose. Après il faut aussi se donner les moyens de faire évoluer les systèmes. Aujourd'hui on est face à une vraie crise de revenus chez les paysans. Voilà, il y a un tiers des paysans qui gagnent moins de 350 € par mois, alors on sait qu'on n'arrivera pas à faire évoluer les systèmes dans ces conditions-là. Donc il faut du revenu pour les paysans et il faut de la transition. Et aujourd'hui, encore une fois, les paroles sont plutôt satisfaisantes, l'avenue de Nicolas Hulot aussi, mais il faut des actes aussi. Et on a des outils qui sont en place, mais aujourd'hui, voilà, par exemple sur les MAE, donc qui sont des mesures agro-environnementales et climatiques, dans les régions où les agriculteurs peuvent souscrire à un contrat de 5 ans, on voit que il y a des soucis de financement, on voit qu'il y a des soucis de zénage, que tous les paysans ne peuvent pas y prétendre. Donc voilà, à un moment, il faut mettre de la cohérence dans tout ça et dire oui, ok, vous paysans, on vous met des limites fortes sur les pesticides parce que ce sont des produits dangereux, mais en contrepartie, on vous accompagne de votre changement de système. Et c'est ça qu'on veut entendre aussi aujourd'hui. Autre piste développée par Nicolas Hulot la semaine dernière dans le journal du dimanche, c'est le bio, vous l'avez un petit peu évoqué. Voilà ce qu'il déclare. L'objectif reste de consacrer au bio 15% de la surface agricole utile en 2022. On va doubler la surface bio en 4 ans. L'agriculture bio, c'est la solution de demain? C'est l'une des solutions. Ça répond à une demande sociétale. Et, alors le pas de temps, c'est pareil, les pas de temps, 4 ans, les pourcentages, on aime bien parce que ça fait chiffrer. Mais moi, je pense aussi aux agriculteurs bio qui se disent finalement, on a construit notre filière petit à petit et il faut faire attention de ne pas amener beaucoup de production sans qu'on ait la capacité de la transformer et de la valoriser derrière. Si c'est pour faire du bio au prix du standard, les agriculteurs bio qui sont dans nos campagnes, qui ont des revenus qui des fois ne permettent pas non plus de se rémunérer de leur travail. Si derrière on leur casse leur filière, ça peut être un danger pour eux et donc du coup on aura du mal à atteindre ces 15% de surface bio. Il y a la demande, on y va tranquillement. Alors si en 4 ans on y arrive, ça c'est banco, on signe. Voilà, si en 3 ans on y arrive, pourquoi pas. Mais voilà, il y a dans les plans de filières qui ont été faits dans les états généraux d'alimentation, même des filières qui sont des fois décriées comme les céréales, ont l'ambition de doubler la surface en bio, d'aller de l'avant, donc pourquoi pas. Mathieu Courgeot? Oui, non, je partage assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a une demande des consommateurs, qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30% des jeunes qui s'installent qui sont en bio. Donc, il y a quand même une dynamique forte chez les jeunes paysans. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif. Après, encore une fois, là, il y a un peu de la schizophrénie de ce point de vue-là, parce que on dit qu'on veut plus de bio, mais on supprime l'aide au maintien au bio. Enfin, on ne comprend pas. Une forme d'incohérence. Une forme d'incohérence, une forme de choix budgétaires qui vont dans le sens contraire de ce qu'on dit. Et puis,
il y a aussi toutes les forces de l'immobilisme, du lobby de l'agroalimentaire qui veut surtout rien changer à la PAC et donc à l'orientation des politiques agricoles et qui font que voilà, on est dans une situation qui est un peu intenable quand même. Et on va s'arrêter sur ces mots. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Johan Hubert, il a 40 ans et il vient de réaliser son rêve, apporter la campagne à la ville. Oui, il va nous expliquer ce que ça veut dire très concrètement et comment il a fait. On va peut-être déjà avoir une petite idée avec Tam Tranui, qui est cette fois avec un agriculteur qui fait justement de la permaculture urbaine. Je suis avec Michael Gandeki, cofondateur du projet MyFood. Alors MyFood, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Alors MyFood, c'est une communauté d'utilisateurs qui partagent la même vision. On veut tous aller vers une agriculture décentralisée, produire chez soi sa propre alimentation. Et donc, eh bien, c'est un projet de serre que l'on peut avoir sur son balcon en ville, par exemple. Sur son balcon, un toit, un garage, un petit bout de jardin. On a des solutions qui vont de 3,5 m² jusqu'à 22 m², cette serre familiale qui associe permaculture et aquaponie verticale. Alors justement, qu'est-ce que c'est la permaculture et l'aquaponie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu bien le fonctionnement de cette serre d'un nouveau genre? Alors elle combine deux types de cultures, effectivement des buts de culture qui permettent d'associer des végétaux astucieusement et surtout de l'aquaponie verticale, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation des poissons avec des végétaux. On les voit d'ailleurs, ces poissons rouges au fond du bac. Tout à fait, ce sont donc leurs déjections qui apportent les nutriments, la matière azotée aux végétaux, donc l'eau est pompée, remonte au niveau de ces tours et par gravité elles vont redescendre, les racines vont capter les nutriments, filtrer l'eau qui reviendra ainsi au bassin dans un circuit fermé et très peu consommateur en eau. Et si on ne veut pas forcément avoir des poissons chez soi, il y a maintenant une autre solution, une solution avec du purin d'ortie, je crois. Alors effectivement, pour des espaces encore plus restreints, sur vraiment un tout petit bout de balcon, un petit bout de jardin un peu éclairé, on peut fonctionner avec de la bioponie, c'est-à-dire de l'engrais organique, du purin d'ortie, du guano de chauve-souris, qui détient tous les bienfaits nécessaires pour la bonne croissance des plantes sur un petit espace et sans poissons. L'avantage de cultiver ainsi ces légumes, c'est qu'on est sûr qu'il n'y a pas de pesticides, je crois. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on a testé, c'est les premières choses qu'on voulait vérifier, qu'il n'y avait aucun pesticide, aucun glyphosate, aucune trace de perturbateurs endocriniens ou quoi que ce soit, métaux lourds, voilà, on a vraiment tout testé, on est passé par des laboratoires qui nous ont certifié que ce qu'on propose, c'est sain, c'est clean. Alors, et peut-être un mot du développement de MyFood, c'est une start-up qui se développe très bien aujourd'hui? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a plus de 70 serres à l'international, en Europe et dans plusieurs pays en Afrique. Et justement, nos pionniers nous rejoignent en masse, contribuent, sont nos premiers ambassadeurs, viennent témoigner de leur expérience, comment ils ont réussi à entrecroiser leur velléité entrepreneuriale avec MyFood. On a des restaurateurs, des chambres d'hôtes, des centres ayurvédiques, des écoles, des enthousiastes qui nous rejoignent tous les jours pour venir contribuer à cette aventure qui va vers la transition écologique. Bien, merci beaucoup Michael Gandeki pour nous avoir présenté votre projet MyFood. Et on va aller plus loin sur cette thématique dans l'entretien du jour. Avec nous ce soir, Johan Hubert. Bonsoir, vous êtes biologiste de formation et vous êtes le cofondateur de Sous les fraises. C'est une start-up pionnière en matière d'agriculture urbaine. Ce que j'ai compris, vous allez me le confirmer ou pas, vous installez des fermes urbaines sur les toits des immeubles, c'est bien ça? Expliquez-nous un petit peu le concept. Oui, Sous les fraises, c'est une entreprise qui a commencé il y a 4 ans à créer des fermes sur des toits, qui a notamment créé les premières fermes sur des toits avec une dimension en fait économique, c'est-à-dire la volonté de produire, de travailler avec le fruit et de vivre avec le fruit de son travail. Donc effectivement, on a dès le début entamé une démarche qui visait à reconnecter une alimentation saine et de qualité en plein cœur de la ville, sans oublier évidemment l'agriculture périurbaine qui vient aujourd'hui en fait associer ces deux dynamiques. Mais alors à qui avez-vous vendu ces espaces? À des entreprises? Quel était leur intérêt? Alors le modèle économique est un peu particulier, parce que, étant donné qu'on travaille justement sur la valorisation de ce qui se passe sur le toit et de ce qui va pouvoir être produit, on a une démarche qui est un peu différente, c'est-à-dire que les entreprises qui nous accueillent souvent nous mettent à disposition le toit, ou parfois même certaines nous louent le toit. Alors vous êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de fermes dans Paris, qui sont donc pour les plus connues, celles du toit du BHV, du toit des Galeries Lafayette Haussmann et du centre commercial SoWest. Mais pour d'autres, oui. Ah oui, moi je ne le savais pas. Il y en a d'autres aussi à Levallois, je parlais de SoWest, mais aussi à Aubervilliers, donc juste à côté du centre commercial Millénaire, donc dans le parc d'activités. C'est une ferme absolument incroyable avec presque 10 000 poissons, des truites et des perches, et également des plantes comestibles, mais également
également, on est aussi donc cette année en ouverture à Caluire, donc une ville à côté de Lyon, et également depuis l'année dernière à Annecy. D'autres villes en perspective, Marseille je crois? Tout à fait, Marseille dans les semaines qui viennent. Et alors ça dépend de qui? Il n'y a pas besoin d'autorisation? Comment vous faites? On a le droit comme ça d'installer une ferme au-dessus de son toit? Non, on n'a pas le droit, enfin tout le monde en a le droit d'installer une ferme évidemment, et je pense qu'il faut en avoir la volonté, mais également il faut d'abord aussi en avoir les connaissances, puisque l'agriculture urbaine, si vous voulez, aujourd'hui répond à deux problématiques. La première, c'est relever le défi de l'alimentation. Alors, elle n'est pas la seule à relever ce défi, et il faut de nombreuses personnes pour le relever, mais elle se croise, elle se positionne exactement sur ce sujet-là, puisqu'elle propose de produire quelque chose qui va se manger. Or, elle se place aussi dans le centre des villes, dans le cœur de la ville. Et donc là, effectivement, elle doit aussi relever le défi de l'urbanité, du comment vivre ensemble, et également de toutes les réglementations concernant en fait l'architecture et l'urbanisme. Donc de créer une ferme sur un toit, ça demande à la fois d'avoir de connaissances très fortes dans le domaine en fait de l'urbanisme et de l'architecture, mais également d'être capable de pouvoir produire des plantes qui vont pouvoir se manger et qui vont avoir du goût. Et alors, tout cela étant cultivé sans pesticides, et j'ai lu parfois même en recyclant les eaux grises des immeubles? Tout à fait. L'approche d'agriculture urbaine que nous développons, elle est, si vous voulez, initialement, il y a 20 ans quand j'ai commencé ce travail, c'était d'abord d'apporter de la nature en ville. Or, d'apporter de la nature en ville, c'est une problématique que beaucoup de collectivités ont aujourd'hui, mais la vraie problématique, c'est qui finance en fait cette nature en ville. Or, aujourd'hui, il faut trouver une équation qui est complexe, et comment est-ce qu'on augmente le nombre de mètres carrés d'espaces verts sur notre territoire, et notamment le territoire urbain, comment est-ce qu'on crée du lien social, comment est-ce qu'on encourage en fait cette transition environnementale, mais également comment est-ce qu'on arrive à la viabiliser économiquement. Et cette approche-là, elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a une dizaine d'années, on a travaillé sur l'agriculture urbaine. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on produit quelque chose, on peut le vendre. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré. La consommatrice que je suis se pose tout de même une question. Des produits cultivés sous les gaz d'échappement, c'est possible? C'est sans danger pour la santé? Alors il y a de très nombreuses études aujourd'hui, et nous, depuis presque 15 ans, on fait des études quasiment toutes les années pour vérifier l'innocuité des végétaux. J'imagine que c'est même la première question qu'on vous pose? C'est même la première question que je me suis posée moi. C'est-à-dire que de développer quelque chose qui a du sens, développer une approche qui est apparemment vertueuse, il faut aller chercher aussi la cohérence, et la cohérence on la trouve aussi dans l'aliment. Et cet aliment, évidemment, on va le travailler sans pesticides, sans herbicides, puisqu'aujourd'hui, au cœur des villes, on a encore cette opportunité de ne pas être contraint d'utiliser des pesticides, mais je pense que même la plupart des gens aussi nous encouragent à ne pas le faire. Mais au-delà de ça, si vous voulez, cette pollution atmosphérique qu'on va retrouver, eh bien, on va se rendre compte qu'elle est très présente au niveau du sol, au niveau de la rue. Elle l'est beaucoup moins lorsqu'on va se situer sur un toit, et elle est quasiment absente dans les fruits et dans les légumes, puisque lorsque vous êtes sur un toit, dans les fruits et dans les légumes, vous allez retrouver quasiment absolument aucun polluant. Si vous n'avez pas utilisé de pesticides, vous ne les retrouverez pas dans votre alimentation. Mais par contre, effectivement, c'est comme n'importe quel fruit et légumes, il faudra le rincer juste avant de le consommer. Et vous avez même convaincu des chefs cuisiniers, je crois, qui passent commande chez vous? Alors on a commencé par convaincre des chefs cuisiniers, puisque lorsqu'on a créé cette première ferme sur un toit en France, donc sur le toit d'un grand magasin boulevard Haussmann, ce grand magasin nous a demandé effectivement d'aller jusqu'au bout de la démarche, et évidemment c'est la démarche que nous souhaitions aller. Mais travailler sur le produit, le goût, la qualité d'une alimentation en France, c'est avant tout se poser face à des juges. Et ces juges, on allait chercher les meilleurs juges, c'est-à-dire ceux qui ont les meilleures tables à Paris. Et les plus sévères. Et les plus sévères. Donc évidemment, lorsqu'on est arrivé avec cette démarche un petit peu innovante, puisqu'il y a 4 ans c'était tout à fait très balbutiant, les grands chefs nous ont regardé avec des grands yeux, en disant revenez quand vous aurez la récolte et on verra si les produits sont bons. Et ils ont été convaincus? Pour la plupart, oui. Pourquoi? Je vais expliquer, parce qu'on a eu beaucoup de produits qui ont été produits, qui ont été faits, et de nombreux ont trouvé une véritable adhésion auprès des grands chefs, et d'autres nous ont dit, bah voilà, ce produit-là je le prends parce qu'il est très bien, j'ai du mal à trouver de meilleure qualité ailleurs. Celui-là, par contre, bah non, je le trouve ailleurs, j'ai un petit producteur qui est à l'autre bout de la France et qui me fait des choses formidables, et je fais mon choix. Vous vous définissez comme un exploitant agricole à la ville. Marier les deux univers, ruraux et urbains, c'est incontournable aujourd'hui? Alors aujourd'hui, évidemment, si vous arrivez à... La plupart des grandes problématiques de notre société se trouvent en ville. L'homme se concentre dans les villes. Le citoyen aujourd'hui aspire à une transformation, aspire à un ailleurs ou à un demain qui soit plus vertueux, dans lequel en fait il va pouvoir continuer à avoir un mode de vie qui va lui convenir, mais
en ayant une un mode de vie reconnexion à la durable. nature Exactement. aussi. Et l'accès aux espaces verts, l'accès à des lieux de bien-être, l'accès à une pédagogie, à une transmission qui puisse opérer pour que de plus en plus de gens puissent rentrer dans cette dynamique-là, nécessite des acteurs qui s'implantent au cœur de la ville. Et c'est pour ça que ça donne, si vous voulez, le visage d'une agriculture différente. Mais cette agriculture ne peut s'isoler, ne vit pas en autarcie uniquement en ville, mais elle vit aussi connectée avec le reste de la France. Et on est malheureusement obligé de s'arrêter là, mais je rappelle le nom de votre start-up Sous les fraises. Évidemment, on peut se renseigner sur Internet. Merci infiniment, Merci à vous. Yohann Hubert, d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cette émission spéciale. Je vous retrouve demain à la même heure sur Public Sénat, mais sur le plateau habituel que vous connaissez bien. publicsénat.fr pour toujours plus d'informations. Et puis l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Christiane Lambert, qui est la présidente de la FNSEA. Je vous souhaite une très belle soirée. Restez au cœur du débat.